Bonsoir à tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission Bi-Hebdo, les rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Vous êtes sans ignorer que l'actualité reste dominée par la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Ça préoccupe plus d'un Congolais, surtout la population de ce coin du pays qui semble vivre au quotidien la morale en berne. Alors pour en savoir plus sur l'actualité, nous avons jugé opportun inviter sur ce plateau l'honorable Grégoire Kiro, qui est élu de la ville de Béni, secrétaire général du parti RCDK de Mboussa Nyamwisi. Monsieur Kiro, bonsoir. Bonsoir, c'est le RCDKML de Mboussa Nyamwisi. Voilà, c'est les sigles, on peut connaître. Rassemblement congolais pour la démocratie, mouvement de libération. Voilà, vous êtes en forme? Oui, ça va. Mais les pays, ça ne marche pas. Hein? Malheureusement, le pays ne marche pas, surtout à l'est de la République. Essentiellement dans le nord Kivu et l'Ituri, il y a une insécurité sans nom qui sévit depuis des années. Chez moi à Béni, ça fait près de 9 ans que les massacres ont commencé. Ils se sont étendus à une partie de la province de l'Ituri depuis 2 ou 3 ans. Et là maintenant, il y a encore une recrudescence de l'activisme négatif des M23 du côté de Rutshuru. Donc vraiment la situation sécuritaire est très très mauvaise de ce côté-là. Par rapport à cette réalité, vous trouvez que les responsabilités sont départagées entre la RDC et le Rwanda? Comment ça? Nous sommes attaqués par le Rwanda, comment vous allez parler de responsabilité? Mais on n'a pas su agir le plus tôt serait le mieux. C'est-à-dire quoi, le plus tôt serait le mieux? Quand votre propre voisin vous surprend par une attaque, comment vous allez comment dire, les réactions musclées proposées, c'est pas en retard. Il y a eu justement réactions musclées, voilà pourquoi ils n'ont pas pu évoluer. Ils se sont limités à juste la prise de quelques villages pendant 48 heures. Après, ils en ont été délogés. Donc voilà, c'est pour moi l'occasion d'ailleurs de féliciter les FRDC pour le travail abattu. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras parce que ces gens-là, on sait comment ils sont. En réalité, les M23, c'est une création de la République rwandaise, c'est une création du Rwanda. Quand ils sont défaits, eh ben, ils traversent la frontière, ils vont se réfugier là-bas en attendant de se refaire une santé pour revenir encore attaquer parce que ça fait quand même des années que ça dure tout ça. Mais le Rwanda, c'est un pays très très bien organisé. Hein? Vous ne craignez pas que nous puissions vivre l'histoire de David et Goliath? Écoutez, c'est nous, le Rwanda est certainement... bien organisé sur tous les plans. Assez organisé, mais bon. Nous aussi, il suffit d'un peu de bonne volonté pour que nous soyons organisés, avec l'avantage que nous avons, la grandeur du pays, l'importance de la population, les richesses que nous avons, en tout cas, qui ne profitent quelques années de bonne gouvernance feront de la RDC un pays qui sera vraiment craint par tout le monde. Voilà, vous vantez les mérites de l'armée congolaise, alors que pas plus tard que la semaine passée, nous avons failli perdre Goma. À l'allure où semblait avancer les M23, nous avons failli perdre Goma. C'est ce qui a révolté le gouvernement ou les chefs de l'État par les biais du gouvernement. Vous ne trouvez pas? Non, il faut dire que les Rwandais nous ont attaqués par surprise. Hein. Je crois que personne ne s'attendait à ce qu'il y a eu. Mais la réaction a été prompte et vous avez vu que ça a duré à peine quelques jours, ils sont repartis. Il y a même des prisonniers qui ont été pris. Donc voilà, maintenant, nous avons des preuves. Hein. Nous avons maintenant, donc la République a des preuves que le Rwanda participe à la déstabilisation de ce pays. Évidemment, des preuves, il y en a toujours eu parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Rwanda nourrit des velléités territoriales sur le Congo, ça c'est connu de tous. Parce que n'oublions pas l'histoire. Moi, je me rappelle qu'au début de l'AFDL, en 1996, ça devait être au mois d'octobre, l'ancien président rwandais, il s'appelait, je crois, Pasteur Bizimungu, il avait fait un discours à Tiangungu, c'est une ville qui est située en face de Bukavu. Et au cours de ce discours-là, il avait dit clairement que les frontières héritées de la conférence de Berlin devaient être revues. Donc voilà, ils n'ont jamais cessé avec cette ambition et voilà, ils se sont toujours butés au refus de la population congolaise. Et voilà pourquoi ils ne sont pas parvenus. Maintenant, comme c'est prouvé noir sur blanc que c'est le Rwanda qui est à la base de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, honorable?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà prendre des mesures très fortes par rapport à ce pays. Moi, je crois que je sais que les frontières sont déjà fermées. Je suis d'avis qu'il faudrait rompre les relations diplomatiques dans un premier temps. C'est-à-dire rappeler notre ambassadeur à Kigali et expulser l'ambassadeur rwandais ici qui s'est déjà illustré plusieurs fois par des propos désobligeants vis-à-vis de notre pays et de ses dirigeants. Il n'y a aucune raison, il n'y a strictement aucune raison qu'il reste ici. Il faut qu'on l'expulse. J'aurais appris qu'il y a des infiltrés même au niveau de la présidence. Il y a des infiltrés déjà ici, en République démocratique du Congo. Les pays semblaient ignorer le Rwanda, considéré comme un petit pays, alors que c'est depuis Bel Eretz que les Rwandais sont infiltrés, sont ici à Kinshasa. Donc ils maîtrisent en quelque sorte la manière dont le gouvernement congolais et autres choses fonctionnent. Ils ne peuvent pas nous surprendre. Vous ne vous attendez pas à une surprise désagréable? À la présidence, je ne sais pas comment on peut infiltrer la présidence. C'est quand même un service organisé. Par contre, s'il y a un secteur qui est infiltré, c'est l'armée. Les Rwandais sont fortement présents ici. L'armée congolaise est infiltrée parce que, comme vous le savez bien, écoutez, n'oublions pas l'histoire. Je vais encore répéter l'histoire une fois. Je vous en prie. Au début de l'AFDL, mais le pays a fait face à une agression caractérisée de la part notamment de nos voisins rwandais, n'est-ce pas? N'oublions pas qu'il y a à peine quelques décennies, nous avons eu un chef d'état-major de l'armée congolaise qui était de nationalité rwandaise et qui ne s'en cachait pas. N'oublions pas non plus que, à l'occasion de tout ce qui est comme mixage et brassage avec les M23, avec les CNDP, etc., il y a beaucoup d'éléments de l'armée rwandaise qui se sont retrouvés dans nos forces armées. Je salue les efforts déployés par Mamadou Ndala, mais il a péri, mais il a laissé quand même des troupes bien formées, bien organisées. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des propositions, essayer de réunir par exemple les troupes de Mamadou Ndala, les motiver pour qu'ils fassent quelque chose pour protéger les pays, sécuriser le pays en sa partie l'Est par rapport aux différentes menaces qui inquiètent au quotidien les habitants de ce coin du pays? Je ne suis pas militaire, donc cette question de stratégie, ce n'est pas moi qui dois les développer. Tout ce que je peux dire, c'est que notre armée a été infiltrée à l'occasion de tout ce qui est comme mixage et brassage et que c'est vraiment l'occasion de remettre de l'ordre dedans. Il faut absolument remettre de l'ordre maintenant. Est-ce qu'il faut prendre les troupes de Rwanda? Je sais un pas quelles étaient ces troupes. Moi, je sais que c'était des militaires de FARDC. Il y a des militaires parmi nos FARDC qui sont loyaux à la République. Ils sont heureusement les plus nombreux. Il y a des officiers qui sont très corrects. Il y a des soldats ça nécessite une prise de conscience de ces officiers. Il y a des soldats qui payent un très lourd tribut à la guerre à l'Est. Donc nous devons rendre hommage à tout cela, mais l'armée fait face à un problème d'infiltration de la part d'étrangers qui ne sont pas forcément fidèles, qui ne sont pas forcément loyaux à la République. Et il y a aussi, parmi les officiers militaires, parmi les responsables, il y en a qui excellent dans les détournements des fonds destinés aux opérations. Honorable Kiro, vous ne trouvez pas qu'il faut une conscientisation des officiers de l'armée congolaise pour essayer de résoudre ces problèmes d'infiltration dans l'armée congolaise? Est-ce qu'il faut conscientiser des militaires par rapport au fait qu'il y a l'infiltration? Tout le monde sait qu'il y a l'infiltration. Les officiers, je martèle là-dessus. Tout le monde sait qu'il y a de l'infiltration dans notre armée. Tout le monde sait qu'il y a même des généraux qui ont servi dans un premier temps dans l'armée ougandaise, dans un deuxième temps dans l'armée rwandaise et enfin dans l'armée congolaise. C'est une réalité. Alors, maintenant, vous savez, l'erreur que le président rwandais Paul Kagame est en train de commettre, c'est qu'il est en train de favoriser une espèce de, de situation où certains compatriotes Tutsis seront ou sont même déjà victimes de stigmatisation. S'il restait tranquille dans son coin, s'il coopérait normalement avec nous, il y a certaines questions sur lesquelles les Congolais ils seraient prêts à fermer les yeux. Mais à partir du moment où il se passe ce qu'il se passe, mais tout le monde se réveille et dit mais non, mais en fait,
il y a ceci, ceci et cela. Et ça, c'est très dangereux pour la République. Malgré que le gouvernement clame haut et fort à l'intégrité nationale, l'Est de la RDC fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a des morts en série au quotidien et ce n'est pas intéressant. Mais qu'est-ce qui attire le Rwanda vers la RDC? Pourquoi cette guerre? N'est-ce pas, ce sont les minéraux qui intéressent le Rwanda? Le Rwanda, je vous l'ai dit tantôt, a toujours nourri des ambitions territoriales sur la RDC, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison démographique. Le Rwanda, c'est l'un des pays au monde avec une plus forte concentration d'habitants au kilomètre carré. Ils disent qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace. Vous voyez? Et la deuxième raison, c'est effectivement une raison économique. Ils ont besoin de nos richesses parce que le Rwanda, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de richesses naturelles. Ils ont besoin de nos richesses. Mais non, bon, s'ils croient vraiment que c'est... Ces richesses qui ne profitent pas aux Congolais. S'ils croient... Ouais, écoutez, les richesses ne profitent pas aux Congolais. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas assez organisé. Écoutez... L'RDC, c'est un pays en voie de développement malgré nos richesses. N'oublions pas l'histoire. Je veux revenir à 1960. Okay. Au moment de l'indépendance, en 1960, la colonie, donc l'ancienne colonie belge, c'était pratiquement le pays le plus développé en Afrique. C'était l'espace le plus développé en Afrique. Moi, je me souviens qu'il y avait des Sud-Africains qui venaient aux soins médicaux en RDC ici. Il y avait des Européens, des Occidentaux dans nos universités, l'université de Lovanium, l'université de Lubumbashi, etc. Il y avait des Blancs qui venaient étudier là-bas. Il y avait en termes d'infrastructure, nous n'avions pas d'égal en Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ce pays-là? N'oublions pas que nous avons connu, dès le début, disons, dès l'indépendance, une instabilité qu'on a cru terminer avec le régime Mobutu qui est arrivé en 65. Mobutu est resté 32 ans. Quand il a pris le pays, c'était un pays très enviable, très respectable. Mais il n'y a pas que le Mais quand il est parti, il a laissé un pays exsangue, il a laissé un non-État. Le Mosé Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a fait ce qu'il a fait parce que n'oublions pas que c'est quand même lui qui a servi. C'est quand même lui qui a servi de cheval de Troie à l'entrée de tous ces étrangers, jusque dans le fin fond de notre maison, c'est-à-dire dans notre armée. N'oublions pas que celui qui a succédé à Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, il est resté 18 ans au pouvoir. Il avait l'occasion de remettre de l'ordre dans tout ça, mais au contraire, tout ce qu'on a connu comme brassage, comme mixage, etc., l'entrée massive de troupes, disons, de militaires de nationalité étrangère, c'est quand même sous son règne. Moi, je suis même surpris d'entendre ces partisans aujourd'hui crier au scandale, etc. Ils élèvent la voix, alors qu'en réalité, ils sont responsables de la situation qui nous arrive. Donc, nous avons un problème d'organisation. Un grand pays comme celui-ci, avec toutes les richesses, si nous ne savons pas avoir des infrastructures dignes de ce nom, si nous ne savons pas avoir une armée digne de ce nom, c'est-à-dire une armée, une armée exfiltrée de tous ces infiltrés, une armée où tous les affairistes se sont mis hors d'état de nuire, si nous n'avons pas cela avec les richesses que nous avons, nous aurons toujours des difficultés, et notamment nos voisins de la sous-région, ils auront tous tendance à venir faire leurs emplettes ici à moins cher. Mais qu'est-ce qui fait que cette réalité perdure au moment où il y a la floraison de consultations sous-régionales qui semblent aboutir à rien au profit de la République démocratique du Congo? Moi, je crois plutôt comme Nairobi, on parle de avant Nairobi égale après Nairobi. Moi, je crois plutôt que ce sont ces concertations au niveau sous-régional qui font paniquer le voisin rwandais, et le Rwanda veut encore accentuer la déstabilisation de notre pays à cause de ce qu'il voit que nous faisons avec les autres. Quel est le plus que ces consultations apportées à la RDC? Mais ces consultations viennent après. Sous-régionales. Ces consultations sous-régionales, elles sont, je crois, même en cours, non? Donc, ça date il y a même pas un mois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme retombée? Moi, je crois que la principale retombée, c'est que après les résolutions de ces concertations de Nairobi, je crois qu'il y a une force internationale qui doit être mise sur pied et qui va aider les pays membres de... Et les différentes... je joins aux consultations les différentes adhésions de notre pays. La RDC a adhéré à la communauté économique de l'Est, du Nord, du Sud et de l'Ouest.
à quoi bon les retombées? C'est que les retombées probants, c'est les souhaits ardents de plus d'un Congolais qui croupit dans la misère, surtout de l'Est de la Mais nous vivons dans un monde qui n'est pas fermé, c'est un monde ouvert. Personne ne peut prétendre vivre en autarcie. Nous n'avons pas d'autre choix que de collaborer avec les autres. Donc, et ça se fait par des organisations sous-régionales, régionales, internationales. Donc, nous n'avons pas l'ambition, comme République, de vivre en autarcie. Ça, c'est impossible. Nous avons besoin de marcher, nous avons besoin des autres, les autres ont besoin de nous. Voilà, donc c'est de cette symbiose, de cette collaboration-là que les choses doivent avancer. Et nous allons finalement nous développer. Si nous avons la paix, si nous avons un bon leadership, et je crois que le chef de l'État actuel, il est de bonne foi par rapport à ça. Par rapport aux questions sécuritaires, il est de bonne foi. Moi, je suis élu et réélu. Je peux vous dire qu'à chaque fois que nous, députés du Nord Kivu, députés de l'Ituri, nous rencontrons le chef de l'État et que nous lui posons les problèmes sécuritaires de nos milieux respectifs, en tout cas, il est attentif et souvent, d'ailleurs, il prend des décisions en fonction des demandes qui sont les nôtres. Contrairement à l'ancien régime. Vous êtes élu du Béni. Vous avez parlé tout à l'heure de rompre catégoriquement les relations diplomatiques. Il y a ceux qui pensent qu'il faut à tout prix faire la guerre contre le Rwanda. Moi, je ne suis pas quelqu'un de belliqueux. Je ne suis pas quelqu'un de belliqueux. Je crois que la guerre, c'est vraiment le dernier recours. Hein. Le dernier recours, mais il est vrai que s'ils continuent à nous enquiquiner comme ils le font depuis des années, ben, il faudra un jour envisager d'en découdre une bonne fois pour toutes avec eux, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Combien de morts? Savez-vous que même le drame de Béni, dans le drame de Béni, dans le drame de l'Ituri, tous ces égorgements, mais il y a des preuves tangibles que Kigali n'est pas étranger à tout cela. Donc, dans l'entretemps, donc ce sont des gens qui nous dérangent. Dans l'entretemps, il faudra à un moment songer à en découdre avec eux une fois pour toutes. Honorable Kiro, dans l'entretemps, l'état de siège continue. Vous pensez qu'il faut toujours continuer à garder cette mesure? L'état de siège avait suscité beaucoup d'espoir. Avait suscité vraiment beaucoup d'espoir et malheureusement, il y a eu des couacs dès le départ qui ont fait que dans l'opinion publique, l'état de siège a eu du mal à se faire accepter. Et puis à un moment donné, il y a eu chevauchement entre les attributions des autorités de l'état de siège et les autorités de la mutualisation des forces entre les FRDC et l'UPDF, l'armée ougandaise. Donc finalement, il y a un chevauchement dans les attributions qui a un impact négatif. Donc à mon humble avis, si l'état de siège a été décrété pour des raisons sécuritaires, pour prendre le commandement militaire des opérations, je crois que la mutualisation est là et qu'il faut absolument que l'une des deux structures disparaisse et à mon avis, l'état de siège est cette structure qui doit disparaître. Et surtout qu'on aurait appris qu'en première position, ce sont les élus de ces coins du pays de l'Est qui fustigent l'état de siège. Parce que les résultats ne sont pas escomptés jusque-là. Bien sûr, et puis nous faisons le relais juste de ce que pense l'opinion publique. Oui, nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes les représentants du peuple et en tout cas, le peuple des espaces où il y a l'état de siège, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri, ne sont plus d'accord avec cet état de siège. L'état de siège, il ne faut pas penser à un état d'urgence. Bon, c'est une question de concept, hein, parce qu'avec l'état d'urgence, nous aurons des autorités civiles. Et je crois personnellement que ça serait une meilleure solution. C'est-à-dire, les militaires, ils auront des pouvoirs exorbitants, mais l'administration sera tenue par les civils, parce qu'il n'est pas normal que les gouverneurs de province qui sont là, ils s'intéressent plus à la maximisation des recettes, plus aux conflits fonciers, plus aux conflits immobiliers, etc., aux conflits judiciaires que aux opérations militaires. Donc c'est ça qui fait un peu désordre. On aurait appris qu'il y a un nombre important de députés qui seraient désignés pour aller à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans quelle optique? C'est toujours pour trouver des solutions en guise de remédier à ces problèmes qui nous est posé par le Rwanda, pays
voisin de la pays RDC, agresseur de la République démocratique du Congo. Voyez-vous, il y a eu plusieurs missions parlementaires qui se sont rendues à l'Est depuis plusieurs années. Moi, j'ai fait partie de 2 d'entre elles. L'une en 2014 et l'autre, je crois, en 2018. Et il n'y a pas longtemps, le Premier ministre s'est rendu sur place en Ituri et au Nord Kivu, à Goma précisément, avec des députés. Bon, y aura-t-il une autre mission dans les jours qui viennent? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, comme députés du Nord Kivu, nous avions déjà pris l'initiative. Hein. Nous avions déjà pris l'initiative de faire une collecte. Nous avions fait une collecte de fonds. Okay. Et nous avons pu réunir 100 000 $ qui vont servir en partie pour les opérations dans le Rutshuru contre le M23 et en partie pour les opérations contre l'EDF dans la région de Beni. Donc, et la population qui... il y a cette population nomade, hein, ils quittent un territoire vers l'autre en guise de fuir la guerre en quelque sorte. Ils n'ont quoi mettre sous la dent. Vous ne pensez pas aussi à cette population? Bien sûr que nous faisons actions humanitaires. Nous faisons de lobbying auprès du gouvernement pour que toutes les opérations militaires et que toutes les collectes qui peuvent se faire, pas seulement par les députés. J'apprends que la FEC aussi a fait une collecte et d'autres corporations. Que tout cela soit suivi aussi d'une action humanitaire, parce qu'il y a effectivement des déplacés, il y a des gens qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus à manger, il faut absolument leur venir en aide. C'est fait de façon sporadique, maintenant il faut vraiment que ce soit plus accru. Qu'est-ce qui a poussé le Rwanda à hausser le ton? Ils n'ont pas senti, le Rwanda n'a pas senti une faiblesse au niveau, ou une certaine légèreté au niveau des autorités. Et voilà, ils ont enfoncé. Ils se sont dit, il y a du laisser aller, allons et on récupère, voir cette partie de l'Est de Goma par exemple, comme ça on va exploiter les sols et les sous-sols sans problème. Le Rwanda fait ce qu'on appelle une fuite en avant. Parce qu'on a vu les chefs de l'État les saluer bonnement, s'entretenir avec le président rwandais tout bonnement, au moment où son pays agresse depuis belle lurette la République démocratique du Congo, qui est son pays. Je crois que le président Félix Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il avait de très très bonnes intentions par rapport au bon voisinage, au rapport de bon voisinage avec tous ces États, à commencer par le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazza, la Centrafrique, etc. Et il a fait preuve de bonne foi. Il a fait preuve de beaucoup de bonne foi et de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de courage en allant, en parlant avec Paul Kagame. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Mais quand il l'a découvert, il a été le premier. Le chef de l'État n'a pas attendu l'agression caractérisée du M23 il y a quelques jours pour élever le ton vis-à-vis des choses, vis-à-vis du président rwandais Paul Kagame. Non, il a déjà dit à l'occasion de plusieurs speeches que, je me souviens qu'il a dit il y a quelques mois déjà, qu'il ne faut pas qu'il y ait un pays qui s'imagine qu'il peut chaque fois amener l'insécurité chez nous et qu'il va rester tranquille. Il a dit quelque chose comme ça. Donc je crois qu'au tout début, par esprit de bonne foi, il a tendu la main à Paul Kagame et il s'est rendu compte finalement qu'il avait affaire à quelqu'un qui a d'autres ambitions sur notre territoire. C'est pas la Le président rwandais aurait porté plainte contre la RDC par rapport aux multiples accusations. Et il ne se repose de rien et il nie tout. Le Rwanda n'agresse pas la RDC. Ils ont toujours nié. Ils ont toujours nié. Même quand ils avaient un chef d'état-major ici en la personne du général James Kabarebe, quand ils avaient un chef d'état-major ici en RDC, ils niaient qu'il s'agissait d'une agression rwandaise. Ils parlaient à l'époque de Banyamulenge, etc. Ils parlaient d'une révolte intérieure. Alors qu'ils avaient, ils avaient un chef d'état-major qui est aujourd'hui, je crois, ministre dans son pays. Donc ils ont toujours nié. C'est comme ça que les choses se passent malheureusement sur cette terre des hommes. Personne n'avoue un crime. Autrement, vous ne trouvez pas que le problème de l'Est, c'est un problème entre Congolais? C'est favorisé par les Congolais d'abord. Au lieu d'incriminer les Rwandais, il faut commencer d'abord par se soigner entre nous. Il y a beaucoup de Congolais
qui sont à la base de cette réalité. Et ça profite aussi à beaucoup de Congolais. Parce il y a toujours des pêcheurs en eau trouble. Il y a des gens il y a des situationnistes, des gens qui profitent de telle ou telle autre situation pour se faire du beurre. Ça existe. Même aux Occidentaux. Ça existe partout. Quand vous parlez des Occidentaux, mais il faut savoir que le principal soutien du Rwanda, c'est l'Occident. Voilà. Depuis tout le temps que la RDC depuis l'époque du Zaïre, depuis tout le temps que tout le monde criait à l'agression rwandaise. Mais il y a eu des pressions occidentales pour que toutes les velléités de condamnation du Rwanda soient étouffées au plus haut niveau, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à l'Union européenne ou n'importe où. Donc, il y a bien sûr des Congolais qui profitent de la situation pour se faire du beurre, comme je le disais. Mais cela n'enlève en rien la réalité que nous sommes agressés par le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous, Congolais, nous soyons capables de nous organiser de manière à ce que nous soyons un pays grand. Nous sommes un pays peuplé, nous sommes un grand peuple. Nous sommes un pays riche, potentiellement. Maintenant, il faut que nous transformions tout cela en puissance. Il nous appartient à nous, Congolais, de faire de notre pays une puissance régionale, sous-régionale et régionale, voire même mondiale. Donc ce n'est que de cette manière-là que tout le monde aura peur de venir faire ses emplettes chez nous. Donc il nous appartient effectivement d'organiser notre pays. Et malheureusement, depuis 1960 jusqu'à pratiquement maintenant, bon, écoutez, nous avons un pays faible, un pays qui, au lieu de prendre son envol, il ne fait que chuter, malheureusement. Et les gens, ils ont tendance à venir profiter de cette faiblesse-là. Voilà pourquoi, avec le chef de l'État actuel, nous pensons que la volonté de redresser ce pays, elle est vraiment là et que les choses vont mieux se passer dans les mois, les années à venir. Parce que, franchement, tel que je vous l'ai dit, l'ancien régime, les 18 ans de pouvoir, ont réduit le pays à néant. Est-ce qu'il y aura la paix un jour en RDC, sachant que nos minéraux sont convoités à l'Occident et à l'Orient? Il m'est arrivé, avec d'autres députés, d'aller voir des ambassadeurs de pays occidentaux accrédités ici à Kinshasa. Je ne vais pas les citer. En tout cas, nous étions avec des collègues députés et nous avions posé des questions claires à ces ambassadeurs, et parmi ces questions, il y a celle-ci. Pourquoi vous décidez de sous-traiter la question congolaise par ses petits voisins? Si vous avez des ambitions économiques chez nous, si vous voulez exploiter tel ou tel autre minerai, pourquoi ne pas venir traiter directement avec le gouvernement congolais plutôt que de passer par les pays voisins? Voilà. Donc c'est là que réside la part de l'Occident dans le drame que nous vivons. C'est peut-être pas l'Occident qui demande à Paul Kagame de faire ce qu'il fait, mais en tout cas, il ferme les yeux. Il laisse faire. Et cela fait un peu désordre. Kadhafi, et à son âme également, il a tenté de créer les États-Unis d'Afrique. Vous savez ce que ça lui a coûté. Et déployer des efforts pour que la paix règne à l'est de la RDC. Vous pensez que ce sera facile? Ça va pas créer des ennuis à l'autorité suprême de la nation vis-à-vis de l'Occident? Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Personne n'a intérêt à ce que le Grand Congo soit déstabilisé. Parce que quand ça brûle dans le Grand Congo, ça brûle. Il y a des chances que ça brûle chez tous ses voisins déjà, tous ses voisins immédiats, et ceux de la sous-région, et même de toute l'Afrique entière. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi l'Occident ne peut pas faire exercer des pressions sur tous nos agresseurs là. Mais il n'empêche que même en l'absence de l'Occident, nous allons nous organiser de manière à ce que... écoutez, nous avons par exemple été victimes d'un embargo sur l'importation des armes pendant très très longtemps. Des mouvements de protestation. Donc, il n'y a même pas de mouvements de protestation jusqu'à maintenant. Si, voyez-vous, la différence entre la situation d'aujourd'hui et celle d'il y a quelque temps,
c'est que l'opinion publique congolaise est en train de se réveiller. Moi, je vois des mouvements de protestation comme j'en ai rarement vu dans ce pays. Avec l'agression du Rwanda du côté des Rutshuru, il y a une mobilisation totale des forces vives de la nation. Vous voyez la jeunesse qui manifeste, la jeunesse qui donne de la voix à tout le monde, qui décide de faire des cotisations, etc., etc. Alors, moi, je voudrais que le même élan de solidarité qui se constate disons, par rapport à la situation d'insécurité dans le Rutshuru, que ce même élan de solidarité soit de mise aussi en ce qui concerne Beni. Parce qu'à Beni, la situation est quand même plus dramatique qu'à Rutshuru. Savez-vous que en 48 heures, c'est-à-dire entre vendredi de la semaine dernière et dimanche, il y a eu 40 morts en territoire de Beni, sur l'axe Beni-Kobanda. Et avant-hier, il y a eu 16 morts à Boulongo sur l'axe Beni-Kassindi. Donc, vous voyez, en 2 jours à peine, on a perdu plus de 50. Plus de 55, ça fait combien? Ça fait donc 56. 56 compatriotes. Bien que donc la situation de Beni était très dramatique. Et elle demande qu'il y ait autant d'attention de la part de l'opinion publique congolaise. La CENCO s'est prononcée là-dessus, les CC également, voire l'opposant Martin Fayoulou, le président de l'ECD. Ils ont semblé dire que l'armée congolaise doit mettre davantage une pression contre l'armée rwandaise pour que ça cesse et que la paix soit totale en cette partie du pays. Mais je trouve que ça ne suffit toujours pas. Il devait y avoir de mouvements de protestation, voire même dans tout le coin, dans les provinces respectives de la République démocratique du Congo. Là, ça va même interpeller la communauté internationale et autres, et ils vont laisser la RDC en paix, permettre aux Congolais de jouir de nos richesses quand même, de nos minéraux, ainsi de suite. Mais il y a au moins un début de prise de conscience de la part du Congolais. Et ça, c'est vraiment à souligner parce que généralement, on a l'impression que ce qui se passe à l'Est n'intéresse pas grand monde, malheureusement. Mais là, on constate qu'il y a vraiment un élan de solidarité, d'indignation sur le plan national, et c'est très bon. Maintenant, nous demandons que cet élan d'indignation et de solidarité concerne tout l'Est, tout le conflit de l'Est. En tout cas, vraiment, je dois féliciter la population, notamment de Kinshasa, qui est en train de se mobiliser par rapport à l'insécurité à l'Est. Quelle cote, voilà, changeons un peu de chapitre, quelle cote donnez-vous au gouvernement congolais une année après? Ou vous évaluez comment notre gouvernement plus d'une année après? Le gouvernement connaît des problèmes parce que il faut dire que... Je sais que même le Premier ministre l'a reconnu qu'il y a des défis à relever. Il faut dire qu'au tout début du mandat, eh ben, il y avait une coalition, FCC-CACH, dont l'un des éléments de l'attelage, c'est-à-dire le FCC, faisait tout pour rendre la vie difficile au CACH, c'est-à-dire au chef de l'État. C'est une réalité. Il a fallu faire ce qui a été fait pour essayer de déboulonner le système. Pourquoi toujours continuer de parler de l'FCC, sachant que ça fait un bail quand même que l'FCC semble laisser le chef de l'État tranquille? Ah non, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Laissez au chef de l'État le temps de faire ce qu'il doit faire. Moi qui suis de Beni, moi qui viens de l'Est, je peux vous rassurer que il a cette bonne volonté de bien faire les choses pour que la paix revienne. Elle n'est pas encore revenue, mais en tout cas, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises par le chef de l'État actuel que n'avait jamais prise le chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, il y a encore des problèmes, mais il prend des décisions qui tiennent compte des desiderata de la population, et je suis sûr que les choses vont finir par bien marcher. Bien sûr qu'il y a encore des problèmes en termes de gouvernance, en termes de lutte contre la corruption. Il y a beaucoup d'efforts qui doivent être fournis, et il y a déjà des efforts qui sont en train d'être faits. Vous voyez le travail appréciable que fait par exemple l'inspection générale des finances. C'est un travail appréciable.
il y a encore des failles. Le fossé était tellement profond, le pays était tellement dans le gouffre que pour le redresser, il faut vraiment non seulement beaucoup de bonne volonté, mais aussi... Mais 5 ans, c'est quand même beaucoup. Aussi beaucoup de temps. 5 Donc ans, les choses, moi, je garde bon espoir que les choses vont finir par marcher. Il ne faut pas prendre honorable, on parle déjà de la hausse de prix des produits pétroliers. Vous placez quel mot? Vous pouvez placer un mot par rapport à cette réalité qui n'enchante pas plus d'un Congolais, aussi les usagers de la route, ainsi que les conducteurs de véhicules sur les artères de Kinshasa. Bien sûr, nous ne vivons pas à vase clos. Il y a pénurie du carburant. Nous ne vivons pas à vase clos. La RDC ne vit pas à vase clos. Nous ne faut pas oublier que depuis 2020, nous avons fait face, nous faisons face, d'ailleurs comme le monde entier, à la pandémie Covid-19. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie qui impacte le monde entier. Mais il n'y a pas moyen de contourner, il y a un impact négatif sur le monde entier. Cette réalité, il n'y a pas moyen de contourner cette réalité. Bien sûr qu'il y a moyen de contourner. Il y a un gouvernement qui est là pour... La population n'est plus il y a un gouvernement qui est là pour essayer de chercher des solutions. Donc je crois que c'est tous les pays qui sont concernés. Il y a même des pays où le carburant dont vous parlez, le prix du carburant est passé du simple au double. Il y a des émeutes à gauche, à droite. Donc c'est une situation générale. Maintenant, il appartient au gouvernement de la République. Nous avons déjà des embouteillages terribles qui préoccupent au plus haut point les Congolais. Bon, à mon avis, à la hausse du prix du carburant, des produits pétroliers. Écoutez, vous les Quinois, vous avez un problème. Quand vous dites que les embouteillages concernent tous les Congolais, ce n'est pas tous les Congolais qui sont concernés par les embouteillages. À Béni, chez moi, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a des véhicules, mais il n'y a pas d'embouteillage. À Boutembo, il y a des véhicules, mais pas d'embouteillage. Vous n'allez pas dire que les embouteillages qu'il y a à Kisangani, c'est les mêmes qu'il y a ici. Ça, c'est des embouteillages, c'est un phénomène purement quinois. Et c'est lié à l'absence de l'État et à l'indiscipline généralisée. Évidemment, l'indiscipline généralisée, c'est une conséquence de l'absence de l'État. Vous n'allez pas me dire que Kinshasa c'est plus grand que Johannesburg. Kinshasa n'est pas plus grand que le Caire. Kinshasa n'est pas plus grand que Lagos. Mais tout le monde là-bas, ils parviennent à rendre la circulation assez fluide. Peut-être pas Lagos. Ouais. Hein. En tout cas, ouais. Donc c'est une question de discipline. C'est une question de l'État. C'est une question de l'effectivité. Mais vous, les élus du peuple aussi, on vous pointe un doigt accusateur, vous ne facilitez pas les choses, ça traîne les pieds au niveau des chambres et qu'on sort, les députés sont deux partagés, on n'évolue pas, tout stagne et on se demande même est-ce que la loi électorale sera votée quand, est-ce que nous irons aux élections? Tous ces points d'interrogation dérangent la quiétude aussi des populations parce qu'on doit aller aux élections. C'est un peu ça. Est-ce que ce sont des manœuvres bien entretenues par les élus du peuple afin de faire traîner les choses ou bien on peut comparer ça à quoi? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait traîner? Parce que les choses sont en train de se dérouler assez normalement et a priori les élections... Vous ne parlez pas le même langage avec les députés. Mais c'est tout à fait normal qu'on ne parle pas le même langage. Pourquoi vous voulez que 500 personnes parlent le même langage? C'est impossible, ça se fera jamais. Donc il y a un débat démocratique qui a lieu. Et moi, je déplore que les amis du G13, que je respecte beaucoup, aient décidé de claquer la porte lors des dernières plénières, alors qu'ils avaient la latitude de participer au débat. Mais rien n'est encore joué. Les choses iront dans le bon sens, je suis convaincu. En tout cas, il y a au moins une... quasi-certitude qu'en 2023, il y aura les élections. Et c'est ça l'essentiel. Et les incompréhensions entre le speaker de la Chambre basse et de la Chambre haute, ça vous a inspiré quoi par rapport à la désignation du troisième juge de la Cour? Tout ça, c'est déplorable. Hein. Moi, je déplore cela. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ils sont tous de la même famille politique. Ils sont tous des soutiens du chef de l'État, l'Union sacrée de la nation. Je crois qu'ils auraient pu régler ça en dehors du spectacle désolant que nous avons vu.
Oui, c'est ça mon point de vue. Je crois que donc c'est une leçon pour l'avenir. Il faudra qu'à l'avenir les questions sensibles soient traitées en amont plutôt que de montrer un spectacle comme ça. Et les députés qui brillent par leurs absences, le règlement d'ordre de la Chambre basse particulièrement demande assez qu'ils ne touchent pas leur émolument. Et le speaker a martelé aussi là-dessus qu'il y aura des décisions pour sanctionner les députés qui brillent par leurs absences, qui sèchent le plénière en quelque sorte. Le règlement intérieur ne prévoit pas que ceux qui brillent par leur absence, ils ne touchent pas leurs émoluments. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit que sur une session parlementaire, comme sur cette session qui a commencé le 15 mars et qui s'achève le 15 juin, si un député s'absente sans raison valable sur un quart des plénières, il est éligible à l'invalidation. Donc c'est ça. Nous sommes venus ici, nous avons été délégués par la population et il est tout à fait normal que nous participions activement aux activités de l'Assemblée nationale. Il n'est pas question de venir ici et de rester tranquille chez soi. Et voilà, donc le règlement intérieur prévoit que si vous vous absentez à un quart des séances du Parlement, vous êtes éligible à l'invalidation. Donc c'est ça. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on ne peut pas clôturer l'émission sans pour autant parler de la santé de votre parti politique, parti cher en Moussa Niamisi, dont vous êtes au secrétaire général, c'est le parti RCD-KML. Voilà. Le RCD-KML se porte bien. Il a beaucoup souffert de l'absence de son chef. Vous avez aligné un candidat gouverneur et vice-gouverneur. Le RCD-KML a longtemps souffert de l'absence de son chef qui a passé plusieurs années en exil. Maintenant, il est revenu grâce au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, comme beaucoup d'autres exilés d'ailleurs. Ça, on a tendance à l'oublier. Il y a beaucoup d'exilés qui sont revenus au pays grâce à lui. Il ne faut pas oublier cela. Alors, Katumbi, par exemple. Nous sommes en plein processus de reconstruction. Nous avons organisé, nous sommes l'un des rares partis à avoir organisé un congrès. Nous avons organisé un congrès en décembre dernier que nous avons baptisé Congrès de la Renaissance. Et à cette occasion, nous avons fait venir des délégués de pratiquement toutes les provinces de la République. Ça a coûté ce que ça a coûté, mais ça a eu un effet très positif dans le sens d'une nouvelle dynamique, une redynamisation des activités du parti. Et au jour d'aujourd'hui, je peux me considérer comme un secrétaire général comblé derrière mon chef, voilà. le président. Le message est bien passé, mais il y a une toute dernière question. Alors qu'on s'approche de 2023, on assiste à des alliances et réconciliations. Ça présage quoi? Le bonheur du Congo? La maturité des Congolais ou quoi? Le peuple congolais doit savoir qui choisir. Donc, il revient au peuple congolais. On peut faire des alliances, défaire des alliances, etc. Mais le peuple congolais est le seul à pouvoir juger de quelle alliance est de nature à lui apporter le bonheur. Donc voilà, nous, au RCD-KML, nous sommes un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est là la situation actuelle. Alors, ce qui va se passer demain, en 2023, personne ne peut présager, personne ne peut prédire de ce qui va se passer. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne actuellement, nous sommes à l'Union sacrée, nous sommes avec le chef de l'État et nous faisons tout pour l'accompagner pour la réussite de son mandat. Un message particulier en 2 minutes pour clôturer? Le message que je peux adresser, c'est celui à la population de Beni, où je suis élu et réélu. Donc je demande à la population de garder confiance, de faire confiance aux institutions, de soutenir l'armée. Le soutien de l'armée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une information sur tous ces égorgeurs-là, il faut absolument informer les autorités en temps réel. Donc j'adresse aussi un message à tous les habitants de l'Est de la République. La situation est très difficile, mais j'ai bon espoir que les choses vont pouvoir s'améliorer incessamment. En tout cas, nous sommes en train d'y travailler et la mobilisation
la mobilisation générale que nous sommes en train de constater à partir de Kinshasa ici, qui est en train de s'étendre sur toutes les autres provinces, c'est de nature vraiment à encourager les choses pour que la paix revienne. Voilà, pour ceux qui ont pris l'émission en cours, nous venons là de changer pendant 45 minutes un parti à cette émission avec l'honorable député Grégoire Kiro, qui est aussi secrétaire général du parti RCDKL de Mboussa-Niamouessi. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion demain, mercredi à 12h30, heure de Kinshasa. Si vous avez aimé l'émission, remerciez de prime abord la chaîne de référence Antena.